Ce qui m'a marqué le plus, c'est au Maroc. Parce que quand il y a eu ce projet familial de venir développer ce club, mon fils m'a dit, écoute maman, tu vas pas toujours rester aux États-Unis, viens, il y a un super projet au Maroc, reviens. C'était vraiment une porte ouverte pour retrouver, si vous voulez, grâce à mon origine, quelque chose de fort, qui a du sens. Est-ce qu'on est émigré? Est-ce qu'on est des expats? Est-ce qu'on est des couples mixtes? Est-ce qu'on est des binationaux? Est-ce qu'on est? Quand on dit oui, oui, de toute façon, les Français ils partent à l'étranger parce que ça leur permet de ne pas payer des fiscalités, etc. Ils oublient que quand on part à l'étranger, nous n'avons pas la sécurité sociale. L'école n'est pas gratuite. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai quitté Kenitra et pris le train pour me diriger à Fès. Depuis 4 ans, je vous propose des échanges avec des entrepreneurs et des personnalités inspirantes qui sont installées au Maroc et je n'avais encore jamais présenté Fès dans mes vidéos. Nous démarrons donc une série de 3 interviews tournées ici. Cette première interview est avec Myriam Geneviève Benkeroum, conseillère des Français de l'étranger et présidente de l'UFE Fès Meknès Oujda Nador. Elle m'a reçu au Royal Tennis Club de Fès où nous avons pu échanger sur son parcours et son rôle auprès des Français qui s'installent au Maroc. Juste avant de commencer cette interview, je voulais remercier notre sponsor, les résidences Relief. C'est un programme résidentiel à Marrakech qui incarne le concept de premium accessible. Des appartements modernes, bien situés, offrant le confort et la qualité du haut standing à un excellent rapport qualité-prix. Idéal pour y vivre, pour investir ou simplement disposer d'un pied-à-terre au Maroc. Je les remercie de nous soutenir et je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez découvrir Relief 2. Salut les amoureux du Maroc, aujourd'hui je suis à Fès avec Myriam et je te remercie pour ton accueil. Merci aussi parce que ça faisait une éternité que j'étais pas venu à Fès et je pense que c'est une ville intéressante au Maroc que j'ai pas encore beaucoup abordé sur la chaîne, donc grâce à toi, je suis ici, tu m'as fait rencontrer d'autres personnes aussi. Donc déjà, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Merci Stéphane, merci d'être venu jusqu'à nous à Fès. Ça me fait un grand plaisir de partager ce moment et de le faire partager également à travers tes vidéos. Où est-ce qu'on est ici actuellement? Alors ici, on est au Royal Tennis Club de Fès. C'est un complexe sportif qui a été donc initié il y a déjà presque plus de 20 ans avec mon fils aîné. Et donc c'est un complexe d'un investissement de famille et auquel, comme tu peux regarder, comporte toutes les infrastructures sportives. Donc c'est ce qui nous a amené à venir au Maroc et moi-même à revenir au Maroc. Tu es né au Maroc? Non, pas du tout. Je suis née en France. Je suis binationale, mais de maman française et de papa marocain. Mais je n'ai pas vécu ma petite enfance au Maroc. Et donc ton parcours s'est grandi en France. À quel moment tu as découvert le Maroc, toi? Alors j'ai découvert le Maroc en 2 temps. Premier temps, j'ai déjà eu une vie au Maroc, une vie familiale, et qui ensuite m'a conduite à repartir en France, auquel j'ai fait beaucoup de choses. Je suis rentrée dans le monde de la formation, ensuite dans le monde de l'édition. Ensuite, je suis partie en Belgique, une fois De mon peut-être. côté? Je ne sais pas si c'est ton côté, c'est à Bruxelles, moi. Ouais. Et c'est là où donc j'ai pu éditer un magazine Capitale diplomatique européenne, donc qui s'adressait aux diplomates de pays. Puis après, il y a eu une opportunité où j'ai pu aller aux États-Unis. Les opportunités, je les prends parce que c'est une richesse de pouvoir toujours apprendre, toujours aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres usages, d'autres coutumes, d'autres comportements. Et ça m'a beaucoup enrichi sur mon plan personnel. J'ai pu polir ma pierre. Il y a des rencontres en particulier qui t'ont marqué ces dernières années? Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est au Maroc. Parce que quand il y a eu ce projet familial de venir développer ce club, mon fils m'a dit, écoute maman, tu vas pas toujours rester aux États-Unis, viens, il y a un super projet au Maroc, reviens. Donc ça a été un défi génial, parce que dans ce club où il y avait quand même une population très importante de membres, nous étions il y a quelques années dans 1200 membres, avec une jeunesse de membres qui étaient aux environs de
de 600. Donc j'ai eu l'idée de créer la petite école maternelle, l'école européenne de Fès. Donc c'est une petite école qui a vraiment très très bien démarré parce que ces enfants étaient vraiment aussi baignés dans les avantages d'avoir un parc, des accessibilités à des infrastructures sportives, etc. Donc j'ai mené cette petite école pendant plus de 12 ans et qui, par la suite, avec le Covid, etc., a fait que cette école n'avait plus lieu vraiment de pouvoir exister comme il fallait. Il y a eu tellement d'écoles qui se sont inscrites plus près de la ville, etc., que je me suis dit, bon, allez, une autre opportunité va s'ouvrir. Ça fait plusieurs années là que t'es installé ici maintenant. Ça fait maintenant plus de 15 ans, 15 ans. avec une douzaine d'années avec la petite école maternelle. Est-ce que tu avais un lien avec la ville de Fès avant ou... Non, rien du tout, rien du tout. Je suis arrivée parce que bon, j'adore les opportunités, j'adore m'investir dans d'autres chantiers, de voir d'autres gens, de me confondre aussi avec les gens et d'apporter quelque chose. Voilà, c'était surtout avec toute l'expérience que j'ai pu mener dans ma vie, que ce soit dans ma vie maritale ou de mère, etc., c'était de me dire, bon, cette expérience cumulée pouvait encore me donner la pulsion de refaire autre chose. Et c'était vraiment une porte ouverte pour retrouver, si vous voulez, grâce à mon origine, quelque chose de fort, qui a du sens, qui était riche en expérience et en possibilité de construire quelque chose avec une communauté franco-marocaine, franco-franco. J'avais toute ma place et mon ancrage. Après, il y a eu le chapitre UEFE. Tu peux nous en parler? L'UEFE est arrivé. Pourquoi? Parce que l'UEFE existait bien avant, il y a peut-être 30 ans, l'UEFE existait. C'est une des plus anciennes associations qui est l'Union des Français de l'étranger. Donc elle a existé très fortement, puis après, bon, elle a disparu et j'ai eu l'opportunité de pouvoir la rouvrir à nouveau et à Fès. Et j'avais vraiment tout pour accueillir cette association. Et ça a été vraiment une joie profonde parce que l'association des Français de l'étranger, qui est une association apolitique, permettait non seulement aux membres français d'adhérer, mais également aux francophones et aux francophiles. Donc j'ai retrouvé tous mes schémas d'aller vers une belle aventure. Pour que les abonnés puissent comprendre, c'est quoi la mission de l'UEFE au Maroc? Alors la mission de l'UEFE au Maroc, d'abord l'UEFE est une association d'utilité publique. Elle est représentée dans le monde à travers 120 pays et 170 représentations, dont Fès est l'une des représentations. L'UEFE a pour mission ou pour rôle d'accueillir les Français dans la convivialité, de les accompagner, de les représenter auprès du Consulat général de France, dans les différentes commissions consulaires, de pouvoir aussi surtout les intégrer les Français de l'étranger, comme les binationaux qui arrivent et qui sont peut-être aussi un petit peu perdus ou qui ont perdu les usages de la vie au quotidien, tant sur le plan d'installation que sur le plan de la fiscalité, sur le plan de l'éducation, sur tous les plans de la vie quotidienne. Il y a beaucoup de MRE qui reviennent au Maroc. Ici aussi à Fès. De plus en plus. De plus en plus. Et donc, un Français qui va rejoindre l'UEFE, c'est quoi les principales questions qu'il a et les aides? C'est déjà de ne pas être seul. Se retrouver dans une association, c'est rencontrer d'autres Français, d'autres franco-marocains, d'autres personnalités de Marocains aussi qui sont francophones, des gens aussi qui s'intègrent dans notre association, comme nous nous intégrons dans la vie, dans le pays d'accueil. C'est vraiment très fort parce que quand nous faisons des événements à la française, nous sommes tous ensemble. Et ce partage et cet échange et cette culture mixte, c'est très fort. C'est très fort. Pourquoi moi, en tant que femme de terrain, en tant que présidente, j'écoute les gens. Je vois les orientations qu'il faut avoir pour les aider, pour les accompagner,
que ce soit de tout ordre. Et là, je parle des actions de l'UFE, comme vous me le demandez. C'est l'aide, c'est l'entraide et c'est l'espace aussi de la culture. Et dernièrement, la dernière grande action que j'ai pu mener, c'était de faire une convention d'un partenariat avec l'Université Euroméditerranée. L'Université Euroméditerranée est une des premières universités supérieures d'Afrique, qui a des partenaires d'universités supérieures en France, comme la Sorbonne 1 et 2, d'autres universités également, dans tout ce qui est recherche, sciences, ingénieurs, médecine. C'est vraiment une université complète, moderne, avec des infrastructures, mais avant-gardistes même, qui va pouvoir permettre à nos jeunes qui sont expatriés. Alors le mot expatrié, ça, je veux faire une petite parenthèse. Il y a débat là-dessus. Hein. Il y a un petit débat là-dessus. Surtout sur Internet. Oui, oui. Mais maintenant que moi je le vis, ce mot, je me dis, est-ce qu'on est émigré? Est-ce qu'on est des expats? Est-ce qu'on est des couples mixtes? Est-ce qu'on est des binationaux? Est-ce qu'on est? Je pense que la formule des Français de l'étranger est pour moi, à mon sens, la plus simple et la plus authentique. Donc ces familles des Français de l'étranger qui viennent, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, je te tutoie Stéphane, c'est aussi permettre aux gens de revoir la vie à l'étranger différemment. Alors là, je vais peut-être te parler dans un deuxième temps de mon deuxième engagement. Oui, bien sûr. Donc ce premier engagement qui est déjà en tant que présidente de l'Union des Français de l'étranger et en même temps administrateur de l'UFE Monde est un cadre de communauté française et en même temps francophone et francophile. Moi, le Maroc, je ne le raconte pas, je le vis. Je le vis, la proximité avec les gens au quotidien, dans mon environnement professionnel, associatif et comme deuxième partie dont nous développerons comme élu des Français de l'étranger. Comme tu as beaucoup de contacts avec les membres et tout ça, quelles sont vraiment les questions qui reviennent le plus souvent? Et comme ça, en nous partageant ça, ça va aider les abonnés qui se posent les mêmes questions. Alors, au Maroc, nous avons 3 représentations. Nous avons une représentation à Agadir, qui a une population très importante de Français retraités, qui viennent sur Agadir parce qu'ils ont décidé que leur retraite était beaucoup plus confortable au soleil et au bord de la mer. C'est une représentation qui marche très très bien. Ils ont de nombreuses activités. Nous avons une autre représentation qui est à Casablanca, qui est aussi très importante. Alors quand je peux te dire des chiffres à peu près, sur Agadir, nous avons à peu près 1000 membres. Sur Casablanca, on tourne autour aussi du même nombre. Et la population de Casablanca, ça sera plutôt une population qui cherche à être aidée par plutôt dans l'espace administratif, hein, avec la CFE, avec la fiscalité, avec je rentre au Maroc, comment je fais ci, comment je fais ça. C'est plus facile de s'adresser à une association qui encore sait vous tendre la main, qui n'est pas encore sur les réseaux informatiques. Donc c'est beaucoup plus généreux en échange et en connaissance du pays et des formalités qu'on s'adresse donc à une association, surtout sur Casablanca. Et puis à Fès, moi j'ai une population de gens qui entreprennent. On vient à Fès parce qu'on a des projets. On a des projets d'ouvrir un riad, d'investir dans un riad, de vendre ce qu'on avait en France et de venir acheter un riad ou une affaire artisanale, un restaurant sur Fès. Il y a d'autres projets aussi dans l'entrepreneuriat ici. Petite pause pour vous rappeler que j'organise une nouvelle masterclass Objectif Maroc le week-end du 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech. Ce sera la 3e édition avec
2 journées d'échanges, de rencontres et de retours d'expériences concrets animés par des entrepreneurs installés et des experts du terrain. 5 intervenants sont déjà confirmés. Cette masterclass, c'est un week-end pour se rencontrer dans la vraie vie, en réel. Et on va vous aider aussi à structurer votre projet d'installation ou d'entrepreneuriat au Maroc. Il reste encore quelques places disponibles. Je vous mets le lien dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. Alors, l'entrepreneuriat, je remarque qu'il y a aussi de plus en plus d'idées de personnes à venir créer leurs propres produits, faire de la création de produits, du développement de produits jusqu'à l'exporter. Donc ça, c'est très important pour l'économie de la France, parce qu'il ne faut pas dire que quand on part à l'étranger, on est des exilés fiscaux, mais bien au contraire, on fait rayonner la France, que ce soit d'une manière économique, sociale, éducative. Donc ce sont des valeurs fortes. Tu peux nous parler un peu de Fès, l'environnement, parce qu'il y a la Médina, il y a la nouvelle ville. Comment tu décrirais cette ville du Maroc? Il y a deux villes à Fès, la ville nouvelle et la ville ancienne. Alors quand on arrive, je parle de l'Union des Français de l'étranger, quand on arrive à l'UFE, beaucoup de Français arrivent et connaissent quoi la ville? Ils connaissent l'endroit. Et puis j'ai de la chance avec mon équipe à l'UFE qui ont tous une particularité. Par exemple, tu me parles de Fès et son environnement, et Fès, ville nouvelle et ville ancienne. Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Et ça, j'ai de la chance qu'avec Jean-Luc, il ait pu nous organiser des rallyes découvertes. Rallye découverte, on en a fait déjà quelques-uns. D'abord, ça a été le premier rallye, c'était un rallye découverte en voiture. Qu'est-ce qui se passe autour de la ville? Donc ce sont des rallyes qui sont orientés vers l'histoire, vers la géographie, vers la rencontre aussi de la population. C'est vraiment formidable. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires, de lieux emblématiques. Oui. Qui nous rassemblent. L'histoire du passé et l'histoire d'aujourd'hui. C'est un lien. C'est une richesse, c'est formidable. Et je pense que quand on est expat et quand on arrive dans un pays, si on n'a pas la connaissance de l'histoire et de sa géographie, on perd énormément. On perd énormément. On ne choisit pas de venir dans un pays que pour une profession et on repart. Non, on vient parce qu'on a des attaches. On a une histoire. Donc ces rallyes, c'est vraiment rassembleur. Ensuite, on a fait des rallyes aussi découvertes dans la ville. On a fait le rallye découverte dans la ville nouvelle, à travers son histoire, son passé, ces monuments qui nous restent, et de se dire, ah bon, cette ville-là appartenait à un tel, cette gare, c'était la gare de la ville de Fès, elle a changé complètement d'emplacement. Et tout le monde qui ignorait certaines de ces découvertes se sont dit, maintenant, Fès a mis son tablier de constructeur. C'est le nouveau Fès qui est là. J'ai vu que ça a beaucoup évolué, il y a plein de changements, d'améliorations. Et on a fait encore un autre rallye, c'était le rallye de la découverte en Médina. Ça a été vraiment un rallye dans le sens philosophique, initiatique. Découvrir vraiment l'histoire de la Médina, à travers ces années passées, nous a fait prendre un sens de la réalité très profond sur nos origines, sur l'histoire des universités, des passages aussi de grands hommes qui ont marqué l'histoire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très long, mais Lyautey a fait partie de notre passé. Et d'ailleurs, même quand vous allez à la résidence consulaire, il y a un magnifique tapis qui date justement de l'époque de Lyautey. Et je me dis, quand je suis assise dans ce salon, je me suis dit, mais ce tapis à lui seul, c'est une toile de la vie, du passé, du présent. Encore, on est sur ce tapis aujourd'hui. Pour rester sur la Médina, elle est connue mondialement. Comment tu pourrais nous décrire son ambiance, son énergie
Il y a un côté spirituel aussi. Ah oui, c'est ce que je te disais, très spirituel. Et je vais même dire, sa deuxième vie de la Médina, elle a été l'idée de Français qui ont voulu racheter les riads. Parce qu'à un moment donné, les riads, c'était plus confortable pour les nouvelles familles. Les familles ne vivaient plus comme à l'ancienne, dans un endroit, tout ensemble. Et les familles ont commencé à elles aussi, à changer leur vie au quotidien. Les familles se sont découpées et reparties chacun dans leur foyer. Et la vie en Médina donc a été un peu délaissée. Pourquoi? Parce que ces riads, c'est très très onéreux en travaux. Et les familles ne voulaient plus habiter dans ces riads. De l'entretien, tout ça. De l'entretien. Hmm. Donc les Français, on se dit, les Français et les étrangers, se sont dit, tiens, ce serait bien de pouvoir redonner un petit peu les galons de la Médina. Et ils en ont fait vraiment une exploitation dans le domaine hôtelier. Il y a le riad, il y a les maisons d'hôtes, il y a les auberges. Combien de maisons d'hôtes et de riads? Tu as une idée? Oh là, il faudra que tu Il y a fasses beaucoup, une interview avec le fils du tourisme. Il y en a beaucoup. Énormément, énormément. Il y a des Marocains aussi qui gèrent des riads, qui reprennent. Bien sûr, et c'est tout à leur honneur. Bien sûr, parce que les maisons de famille qui ont existé, le retour des enfants en disant mais ce sont notre patrimoine de famille, on va aussi redorer le blazer, bien sûr, bien sûr. Donc tout ça, ça se mélange bien, ça apporte des idées aux uns, aux autres, on développe, on enrichit, on apporte dans la Médina d'autres façons de s'intéresser aux produits artisanaux. On les améliore, on apporte un côté un peu plus occidental dans l'objet, dans la façon de développer les produits pour les rendre plus attractifs. Et quels sont les défis des entrepreneurs que vous accompagnez à l'UFE? Alors, le défi des entrepreneurs à l'UFE, nous avons une plateforme à l'UFE qui s'appelle Go Business. Donc, dans cette plateforme, ces membres UFE, nous les mettons en partenaire de l'UFE avec une visibilité de leur entreprise sur nos plateformes pour se faire connaître à travers nos représentations et notre présence dans le monde. Donc c'est une vitrine où ils peuvent se faire connaître, ils peuvent échanger aussi leurs messages. Vous avez une liste email aussi avec des newsletters, c'est ça ou... On a une newsletter pour nos personnes qui entreprennent dans le monde, donc au Maroc, à Fès, puisque je suis là, mais pas que à travers le monde. Ça permet des échanges, ça permet d'avoir des idées, ça permet de se faire connaître. Et là, l'UFE a sa place et son espace. Alors, à ta dernière question, Stéphane, oui, l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, qui est née depuis 1927, qui a fait ses preuves, qui continue à les faire, avec qui on est soutenu aussi par les instances associatives en plus haut lieu et même gouvernementales. Oui, aujourd'hui, nous avons un président qui est un chef d'entreprise, qui est M. Alain-Pierre Mignon, qui est chef d'entreprise, qui développe de plus en plus et oriente de plus en plus nos associations à s'ouvrir vers les réponses que l'on a. Comment travailler à l'étranger? Comment reprendre une affaire à l'étranger? Comment amener ces jeunes à travailler à l'étranger, qu'ils puissent avoir des réponses, qu'ils puissent dans un premier temps faire des stages pour après accéder à des opportunités professionnelles. Et c'est ça, tu sais, c'est un grand réseau fort de son expérience, fort de son énergie humaine, de ces hommes et de ces femmes qui sont tous des bénévoles, mais qui ont une foi énorme par leur expérience et leur volonté de développer, pas uniquement une communauté un cercle de communauté, non, mais ouvert vers les autres, ouvert vers la culture de l'entrepreneuriat
qui est une chance pour les jeunes dans leur CV. Aujourd'hui, un jeune qui a pu faire une expérience à l'étranger et qui parle plusieurs langues à la fois, qui n'est pas, même s'il est ingénieur en France, mais qui n'a pas eu cette chance de voyager, de parler plusieurs langues, de connaître les us et coutumes de certains pays, parce que l'UFE leur permet justement cette mobilité. D'ailleurs, je trouve pour les jeunes, ça devrait être obligatoire de faire une année à l'étranger et de voir autre chose aussi. Oui. Je réponds à ta question, Stéphane. J'ai été l'initiatrice du partenariat avec la convention entre Euromed et l'UFE pour permettre à tous ces jeunes qui viennent d'universités partenaires comme les élèves de la Sorbonne, qui sont aujourd'hui 80 à Fès, et de leur permettre d'aller faire des stages à l'étranger, tout en ayant la possibilité d'avoir des opportunités professionnelles. Et tu sais, Myriam, je reçois tous les jours des messages de Français ou d'étrangers qui veulent s'installer au Maroc. J'imagine que toi aussi. Tu peux nous expliquer pourquoi le Maroc attire autant tous ces Français? Ils rêvent de ça aujourd'hui, de venir vivre ici. Alors, Stéphane, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est du rêve ou est-ce que c'est quelque part une réalité? Est-ce que ça va rester un rêve ou Est-ce que ça va rester un est-ce que le rêve? rêve va Est-ce que le rêve va pas se transformer? en cauchemar? Peut-être pas en cauchemar, mais en déception peut-être. Ça arrive souvent aussi, ouais. Et souvent, vous avez le rêve d'une personne qui veut faire rêver aussi son compagnon et sa compagne, et qui décide de venir, mais quand on est loin, on rencontre d'autres gens, on fréquente d'autres gens, d'autres cultures, et peut-être que dans un couple, il y en a un qui va suivre et l'autre qui ne va pas suivre. Donc le rêve pour l'un va peut-être plus être le rêve de l'autre. Donc il faut d'abord, avant de venir, moi je le conseille fortement, venez passer non seulement des vacances, mais prenez du temps. Prenez du temps à vous dire, bon j'ai eu des personnes qui me téléphonent et qui me disent, voilà, je me suis remariée ou je vais me remarier. Alors quand vous entendez c'est qu'on refait un deuxième rêve peut-être. Et je vais me remarier avec une jeune femme marocaine et j'aimerais bien vendre mon affaire en France et venir investir dans un riad ou dans une petite affaire ici. Comment je dois faire? Par où je dois passer? Alors je leur pose déjà la première question, mais qu'est-ce que vous, déjà, vous avez construit dans votre rêve? Qu'est-ce que vous vous imaginez réaliser dans ce rêve? Où est votre réalité et la réalité du pays, dans ses lois et dans votre futur engagement, parce qu'en vous mariant avec une Marocaine, il y a aussi d'autres engagements qu'il faut tenir selon la loi et les traditions du Maroc. Et la religion. Et bien sûr, ce qui est lié, c'est la religion. Alors, dans le rêve, le mari ou le futur mari français qui va rencontrer ou qui veut épouser une Marocaine, à mon sens, il a qu'étudié les 10% de son parcours. D'abord, le premier parcours, il est amoureux, c'est beau, c'est Sherazade, c'est le pays aux mille merveilles, comme partout, quoi. Comme partout, on ne va pas l'attribuer qu'au Maroc. C'est la phase de la lune de miel, C'est la phase de la lune de miel, mais ça, je crois qui ne dure pas éternellement. Elle est universelle. Ouais. Mais chaque pays, vous rencontrerez la même lune de miel, mais avec des traditions et des obligations différentes. Que vous alliez aux États-Unis, en Belgique, au Maroc ou dans d'autres pays d'Afrique, elles sont toutes différentes. Donc voilà, les étapes qu'il faut bien maîtriser. Bien. Alors moi, automatiquement, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, je ne suis pas fiscaliste. Alors, je leur donne la possibilité de rencontrer ces personnes qui sont des notaires du droit international, parce qu'il ne faut pas comprendre que de voir que la partie de l'iceberg. Il faut comprendre aussi qu'il y a des lois au Maroc, mais il y a des lois aussi en France. Donc, quand ils vont fonder leur foyer, ils vont avoir des enfants,
ou peut-être que ce monsieur ou cette dame a déjà des enfants d'un premier mariage. Donc comment la succession va se faire? Comment les enfants vont être français tout de suite ou peut-être français plus tard ou pas français ou la maman sera peut-être pas tout de suite. C'est beaucoup, beaucoup de choses. C'est des questions qu'il faut anticiper et comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Elles se font pas comme ça parce que j'épouse une Française, parce que j'épouse une Marocaine. Elles se font pas comme ça automatiquement. Parce que malheureusement, quelques années plus tard, ce sont les enfants qui en pâtissent. C'est le couple qui se déchire. Ben voilà, donc on a affaire aux associations, ou peut-être aux conseillers des Français de l'étranger pour demander qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller. On va au consulat, on va... Et c'est dommage. Et c'est bien que tu parles de ça parce que donc l'UFE, c'est aussi un réseau où Oui, tu vas recommander plein de professionnels. oui, Et ça, c'est un grand avantage. Ouais. oui. Parce que quand on arrive ici, on n'a aucun réseau. Où on croit avoir des amis qui vous ont dit ben allez, viens, moi c'est formidable, viens nous rejoindre. Tu verras, c'est bien. Puis le pauvre, quand il arrive, ben, l'ami, il est déjà ailleurs. Et c'est pas toujours aussi brillant qu'on ne le pense. Mais ça peut le devenir. Si on est vraiment dans les règles et qu'on respecte les lois du pays, si, ça peut devenir formidable. Il y a de très belles expériences. C'est beaucoup plus facile, à mon sens, pour un couple mixte que pour... alors quand je dis un couple mixte, à résoudre certains problèmes parce qu'ils sont ensemble, chacun dans leur difficulté, à devoir résoudre la difficulté pour arriver à une approche qui aura le sens de leur vie au Maroc, puisqu'ils vont y résider, ou repartir. Ouais, ils ont beaucoup de challenges, mais chacun de son côté a un lien avec le pays. Il y a un lien fort Hmm. avec le pays, mais il y a aussi un lien fort avec la France. Parce que vous avez beaucoup de familles qui ont encore famille en France, enfants en France, qui fait des études. Donc le lien, il est toujours dans la passerelle. Par rapport à l'UFE, vous faites des événements, il y a aussi des choses comme ça qui se passent ici? Oui, alors quand je dis UFE, dont la représentation locale, puisque c'est Fès où il y a le bureau, mais ce n'est pas uniquement Fès. Nous sommes une deuxième circonscription consulaire du Maroc qui rassemble les villes comme Meknès, Oujda, Nador et tout ce qui est Taza, toutes les petites villes autour. Donc c'est quand même une grande circonscription auquel tout le monde ne peut pas venir sur Fès. Donc ce que j'organise avec des experts, en fonction de leurs attentes, j'organise des webinaires. J'organise bien sûr des rencontres, je les invite à venir. Donc je les invite parce que je vais créer un événement qui va tous nous rassembler. Bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les rallyes, ça peut être aussi des conférenciers, ça peut être aussi un spectacle, ça peut être aussi, comme bientôt, ça j'ose le dire parce que c'est des traditions à la française et que dans ce mois-ci, ben, on fête partout dans le monde le Beaujolais nouveau. Donc c'est un partage aussi et une grande ouverture vers l'autre. Donc Parce que on peut découvrir le Beaujolais nouveau au Maroc, c'est oui, ça? oui, je fais venir le Beaujolais nouveau et moi je trouve ça fantastique parce que nous avons aussi des Marocains, musulmans, qui eux ne boivent pas, mais qui veulent participer à nos fêtes parce que c'est aussi un esprit d'ouverture vers l'autre. Mais moi je trouve que cette façon de vouloir aller vers l'autre est beaucoup plus fort que souvent dans la communauté française d'aller vers les autres. Je déplore que beaucoup de fois, quand on crée des événements qui sont quand même très importants, bon, on a quand même l'Institut français qui est ici, qui fait des choses aussi formidables pour la culture, pour le cinéma, pour les expositions, etc. Ça reste quand même difficile à déplacer nos compatriotes français. Par contre, oui, on est très ravis d'aller nous informer, de nous rassembler avec des points
nouveau, ouvert vers le monde. Donc il y a des événements, il y a des webinaires en Oui. ligne. Au niveau de la culture à Fès, comment ça se développe ou comment c'est la réalité? Alors quand je vais dire à Fès, je ne veux pas rester chauvine sur Fès. Il y a aussi Meknès. Il y a aussi un institut français à Oujda, à Meknès. Donc il y a des Et, possibilités d'aller hmm. vers la culture parce qu'elle nous offre la possibilité aussi d'événements formidables. Et Fès et Meknès sont très reliés entre elles. Reliés, toutes les instituts français sont reliés les uns et les autres, ils ont leur programme. Parce que bon, le programme, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont obligés aussi d'aller non seulement à Fès et sa région, mais de se représenter à Karabakh, de se représenter dans d'autres villes du Maroc. Hein, on multiplie les représentations. Dernier point sur l'UFE, comment on fait pour rejoindre l'association en tant que membre par exemple? Alors, en tant que membre, quand vous habitez à Fès et que vous région et que vous dites tiens, ça m'intéresse, et puis on a des newsletters aussi qui sont très informatives, donc qui leur permet aussi de voir tout ce que nous faisons à travers l'information, à travers notre Go Business, à travers nos Go Voyages, à travers tout ce que nous entreprenons dans l'association. Il suffit d'aller sur l'application UFE Monde. Et cette application vous offre la vitrine de toutes nos représentations dans le monde. Vous cliquez, vous vous inscrivez. Vous avez la chance d'avoir une représentation de proximité. Il y a le téléphone qui est mentionné. Vous appelez et vous avez toujours une personne très accueillante pour vous recevoir. Donc c'est vraiment l'UFE accueil. Donc il y a le site et l'application, c'est bien ça? Oui, il y a le site et l'application. Ce sera dans la description. On passe à ta deuxième casquette ici. Deuxième casquette. Tu nous expliques? Alors, une chose en amène à une autre. Ouais. Quand on a un ancrage dans une ville et qu'on a la chance de pouvoir connaître nos compatriotes, les côtoyer, assister aussi aux événements et aux conseils, aux commissions consulaires. Donc on est vraiment dans la vie citoyenne des compatriotes. Et je me suis dit, quand il y a eu les élections consulaires en 2022, pourquoi pas aller plus loin dans l'accompagnement des Français de l'étranger en passant par la case élection. Chose que j'ai faite avec une équipe de colistiers formidable et j'ai pu être élue conseillère des Français de l'étranger. Comment ça s'est passé pour y arriver? C'était quoi les challenges, les défis avant d'être élu? C'était déjà de connaître bien les gens. L'UFE, en tant que présidente d'une association, déjà depuis quelques années, c'était ça le challenge, c'était de leur dire, maintenant, oui, on fait beaucoup de choses ensemble, mais je veux aller encore plus loin pour vous rendre service et vous accompagner, c'est-à-dire de répondre à vos préoccupations, de vivre ici, d'être résident au Maroc et de voir tout l'aspect de la problématique du vivre au Maroc. Ce que tu me posais tout à l'heure comme question, est-ce qu'on peut vivre facilement quand on se marie, quand on ci, quand on ça, c'était de me dire, en étant élu, je vais pouvoir être en direct avec les élus, les députés, les sénateurs et les élus du gouvernement. Et faire remonter la problématique ou les problèmes que nos compatriotes rencontrent. Et quels sont leurs problèmes justement? Leurs problèmes, ça Stéphane, c'est le problème de chaque citoyen dans sa vie au quotidien. C'est déjà l'éducation de leurs enfants, les écoles, le choix de l'école, de les mettre dans une école française ou de ne pas pouvoir les mettre dans une école française faute de moyens. Donc c'est aussi de leur dire, vous savez qu'en tant que Français, vous pouvez, si vous n'avez pas suffisamment de ressources, vous pouvez demander les bourses scolaires, de les aider à constituer leur dossier. Parce que constituer un dossier de bourse scolaire, c'est un grand challenge aussi. C'est quoi les conditions? Elles sont nombreuses. C'est déjà de ne pas dépasser le quota de leurs moyens.
Et puis, il y a les enquêtes, de vérifier que tout ce qui est déclaré est vraiment juste. Et puis après, c'est de se poser la question humaine aussi, c'est de se dire, bon, ce petit bout, il arrive de France il est en CM1, CM2, il a déjà eu quelques années de, de pédagogie et d'enseignement français, il ne faut pas le lâcher. Les parents arrivent, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc on va les aider à constituer leur dossier. Quoi d'autre? Bon, nous avons bien sûr de moins en moins de Français qui viennent résider au Maroc. Donc il faut aussi composer avec les, les élèves de parents marocains qui viennent aussi dans nos écoles françaises, qui vont payer aussi des frais de scolarité élevés. Et d'autres pays francophones aussi. Et d'autres pays francophones, comme partout, hein, pas réservé au Maroc. Ils sont là, donc c'est l'AEFE qui prend aussi en charge beaucoup de frais scolaires, qui chaque jour devient de plus en plus difficile pour les familles. Mais nous forçons les portes pour justement que cela ne se dégrade pas, mais qu'au contraire, ce que les familles puissent vivre au mieux, ou faire vivre au mieux l'éducation de leurs enfants au Maroc. Je parle du Maroc puisque je suis au Maroc. Et de leur permettre d'arriver à joindre les deux bouts, c'est-à-dire dans leur vie de tous les jours, et de payer les frais de scolarité, qui ne s'arrêtent pas qu'aux frais de scolarité, parce que quand on dit oui, de toute façon, les Français ils partent à l'étranger parce que ça leur permet de ne pas payer des fiscalités, etc. Ils oublient que quand on part à l'étranger, nous n'avons pas la sécurité sociale. L'école n'est pas gratuite. Il y a beaucoup de freins aussi que nous n'avons plus une fois que nous sommes à l'étranger. Donc heureusement, en tant que conseillère des Français de l'étranger, nous avons des commissions consulaires autour des bourses, autour du social, autour de la sécurité et autour de ce qu'on peut amener à les aider. On appelle ça les OLES, et aider aussi les personnes qui sont éloignées, qui sont vieillissantes, qui ne maîtrisent pas les outils informatiques. Donc aujourd'hui, on leur dit, écoutez, si vous voulez prendre rendez-vous, il faut aller avec votre ordinateur, il faut avoir un ordinateur, composer tout cela, et vous verrez, tout est bien écrit sur le site du consulat, il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous, à amener les documents qu'il faut, et surtout tous les documents, et on vous recevra. Il y a ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc le rôle du conseiller des Français de l'étranger, c'est aussi un rôle de terrain, un rôle d'écoute, un rôle, avec mon avantage, c'est de mieux les comprendre puisque je suis aussi dans cette double culture. Pourquoi mieux les comprendre? Parce que vous avez des formulations administratives qui sont des fois incomprises. Alors quand ils arrivent avec leur dossier, mais c'était bien marqué là qu'il vous fallait le document du CERFA numéro tant, etc. Oui, mais où je vais le trouver, madame? Je ne sais pas, etc. Donc on a cette possibilité de leur expliquer. Bon, je le fais aussi avec les UFE, hein, de leur expliquer ce qu'il faut. Oui, mais madame, moi j'habite à Meknès, je dois remplir un dossier de bourse. Mais je ne comprends rien, madame. Et puis mon mari, il est resté en France. Comment voulez-vous que je puisse avoir ce document? Et ma petite, elle a fait déjà 3-4 mois à l'école française. Et si je n'ai pas tous les dossiers, elle devra être exclue. Alors je dis, bon, écoutez, c'est dimanche, vous ne travaillez pas, allez, je vais à la gare et je vais voir avec vous tous les dossiers et voir ce qu'on peut faire. Puis on s'aperçoit que la petite qui est là n'est pas inscrite au consulat de France. La maman est marocaine, le papa est resté en France. Et la petite est française par surcroît de son papa, mais qu'elle n'est pas inscrite au consulat de France. Donc il faut faire les démarches. Il faut dire aux parents, mais on peut vous aider. Il y a les possibilités. Mais amenez-nous ou dites-nous quels sont tous les documents que vous n'avez pas en votre possession, qu'on puisse vous aider à les avoir. Et ça, rien ne remplacera le contact direct, la poignée de main, l'attention, la non-pression. Parce qu'on parle comme je vous parle normalement. Et on arrive vraiment beaucoup à aider ces personnes. Ouais, parce qu'on est dans une ère où tout est informatisé.
Oui. C'est aussi pour ça que moi, j'organise aussi des événements physiques, puisque on a besoin de se retrouver physiquement, de se rencontrer Oui. dans la vie réelle et pas derrière un Mm. écran. Ouais. Et moi, en connaissant les gens, je vous avoue que je leur donne pas un 05 pour m'appeler. Je leur donne carrément mon téléphone direct. Et que ce soit un samedi, un dimanche, un jour de fête, c'est mon choix, c'est mon engagement, c'est de leur répondre. Parce que s'ils m'appellent, c'est qu'il y a une urgence, c'est qu'il y a un besoin. Puis après, on règle ça, on trouve des solutions et on se rencontre. Est-ce qu'il y a un cas que tu as accompagné qui t'a touché et que tu voudrais nous partager? Il y en a beaucoup de cas. Non, là, je vous parlais de la petite fille sur son dossier qui était incomplet pour les bourses parce qu'elle n'était pas inscrite au consulat et qu'il manquait ci, qu'il manquait ça. Donc on arrive avec l'équipe du consulat, avec la consule avec laquelle on travaille beaucoup aussi, qui comprend les cas sociaux, qui comprend aussi les cas des enfants, à lui faire comprendre que de temps en temps, il faut laisser un petit peu de temps aux choses parce que le papa n'a pas répondu tout de suite. Donc on met des dossiers un petit peu sous réserve ou en attente. C'est souvent difficile pour une maman de gérer une maman marocaine qui n'a pas été encore naturalisée ou qui ne le sera peut-être pas, mais avec sa petite, avec qui elle arrive et qui veut lui donner ses chances. Et le papa qui est loin et qui ne donne pas justement la possibilité à sa petite fille de pouvoir tout de suite l'accompagner. Alors je vais rebondir sur un autre exemple qui est les personnes qui sont isolées, parce que tu as vu, je t'ai parlé de ma grande circonscription, mais qui sont isolées mais aussi vieillissantes, malades, et qui, à un moment donné, ne savent plus où sont leurs dossiers, comment gérer aussi leurs biens en France. Je te donne un exemple. Donc, il y avait un monsieur qui est marié avec une Marocaine et qui a des enfants qui sont aussi restés en France, mais des enfants de son premier mariage. Et ce monsieur est venu me voir et m'a dit, Madame, comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que je veux laisser à mon épouse aussi, du Maroc, qui m'a accompagnée pendant des années. Je veux lui laisser aussi la possibilité d'avoir un héritage, de garder sa maison. Et puis j'ai mes enfants qui vont venir et qui vont dire, mais non, papa, c'est notre héritage, c'est à nous, c'est pas à elle. On rentre vraiment dans une situation intime qui est très difficile à résoudre. Ce monsieur qui a un compte bancaire, mais qui n'a pas mis sa jeune femme dans la procuration de ce compte. Et la catastrophe est arrivée. Ce monsieur décède au moment où il se prend conscience de toutes ces difficultés. Et finalement, le compte en banque, il est fermé. Personne ne peut en profiter. Les enfants, il faut aller les chercher. Comme il y a eu aussi des problèmes de séparation, c'est très difficile à réconcilier tout ce monde. Donc la pauvre épouse du Maroc, elle aussi, elle est âgée et elle perd toute sa protection du vivant de son mari. Et tu me parlais aussi, tu me demandais, oui, mais au niveau de la protection sociale, oui, il avait une protection sociale, mais que sa femme et ses enfants non plus, et les assurances ne suivent pas, c'est très compliqué, très complexe. Mais je les oriente toujours vers des experts ou des professionnels de ces situations. Donc c'est un métier assez riche où il y a beaucoup d'humains et de défis, de suivi humain. Il n'y a que ça. Mm. Il n'y a que ça. Mais ça me plaît. Ça me plaît, moi j'adore. J'adore parce que j'ai cette qualité sans avoir de. Sans m'orgueillir de ça. C'est l'empathie. J'ai pas d'ego. Vous savez, mon parcours de vie, il est fait, il est tracé. Au contraire, j'ai accumulé tellement de choses sensationnelles que j'ai plutôt envie de partager et de montrer on peut arriver à beaucoup. On peut arriver à beaucoup. Donc l'empathie, c'est important. C'est l'écoute. C'est pas de se mettre en avant. Se mettre en avant, j'ai pas de. Je mets en avant ma volonté de les accompagner. On va trouver une solution. On va réussir. Vous allez vous en sortir. Vous n'êtes pas seul. Confiez-moi. Vous me faites confiance. Je vous fais confiance. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'ego. Et qu'est-ce qui te donne le plus de joie dans ces deux activités au quotidien? De pouvoir le faire. J'ai pas dit d'avoir le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est ce qu'on est.
mais de pouvoir répondre et de trouver des solutions. Des solutions pas à long terme. Ne cherchez pas une solution qui va durer dans le temps. Les gens, quand ils ont besoin de quelque chose, c'est rapidement. C'est leurs enfants, c'est leur famille, c'est leurs parents. Tu me parlais tout à l'heure des caisses des Français de l'étranger, qui est en ce moment aussi un gros sujet, puisque j'ai assisté aux assises de la protection sociale en mars dernier à Paris, pour essayer de voir avec les élus qu'est-ce qui se passe, comment nous on va répondre en tant que genre de terrain à ces personnes qui vont nous dire mais je ne peux plus payer la CFE, c'est trop cher, comment je vais faire? Trouver des solutions. Il y a des solutions. Peut-être que les rumeurs font peur aux gens, mais le monde bouge partout, partout. Il y a des augmentations, partout. Rien ne ressemble à ce qui était, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Alors encore moins maintenant, tout le fonctionnement social change, économique change, qu'il change en France, mais il change aussi dans les pays d'accueil. Donc il faut un petit peu les comprendre et faire à ce que les gens leur trouvent une solution. Et il y a des solutions qui naissent par rapport aux protections sociales. Quand vous vivez ici au Maroc, il y a la sécurité sociale marocaine, il y a des assurances qui naissent et qui offrent aussi des possibilités avantageuses avec des garanties pour les expats. Tout en gardant la CFE, c'est bien pour ceux qui le peuvent, mais on trouve des solutions. Dans mes actions de la CFE, j'ai pu aussi avoir la possibilité d'accréditer dans un hôpital privé international de tout confort la possibilité pour tous ceux qui ont la carte de la CFE de venir se faire hospitalisation avec une prise en charge directe. C'est une avancée qui rassure beaucoup tous ceux qui ont la carte de la CFE. Peut-être expliquer un peu plus, c'est quoi la CFE et en tant que Français qui vient s'installer au Maroc, pourquoi c'est une des solutions principales? Alors, la CFE, c'est la Caisse des Français de l'étranger. Quand on est en France, c'est la sécurité sociale que nous n'avons plus, que nous perdons quand nous venons à l'étranger, qui est remplacée par la Caisse des Français de l'étranger, qui est une caisse qui est payante. C'est une caisse qui remplace la caisse de sécurité sociale, mais qui n'est pas la complémentaire. Donc ils reprennent une complémentaire. Mais il y a des avantages. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Et une fois qu'on est résident marocain, on a aussi d'autres options qui s'ouvrent à nous Oui. pour la santé, l'assurance santé. Oui, celle dont je te parlais tout à l'heure, c'est la sécurité sociale marocaine, CNSS. la CNSS. Et par rapport à la carte de résident, j'imagine que tu as beaucoup de questions aussi là-dessus des Français. Tu me parles d'un Français qui vient s'installer au Maroc. Il a donc, s'il s'installe au Maroc et qu'il réside au Maroc, il a besoin donc d'avoir une carte de résidence qu'il va faire auprès de la préfecture des affaires étrangères. Et je lui conseille fortement de s'inscrire aussi au consulat de France sur la liste électorale. C'est vrai que beaucoup oublient de s'inscrire. Ouais. Oui, et c'est bien dommage, parce que quand il y a un souci, quel qu'il soit, moi j'ai eu des jeunes filles qui m'ont dit « Oh madame, je me suis fait arrêter par des jeunes, ils m'ont montré l'arme blanche, etc. » Mais je dis « Ah oui, je vais intervenir, mais t'es où ?» « Ah ben non, je ne me suis pas inscrite au consulat, oh ben non, etc. » Mais je dis « Mais tu es française, tu es à l'étranger. » Tu as tes devoirs, mais tu dois aussi être prudente. Il y aura peut-être un autre qui va vouloir avoir besoin d'un retour en France, avoir besoin d'un conseil absolument très important du consulat général de France. Comment voulez-vous qu'il identifie s'il n'est pas inscrit? Et à quel moment on s'inscrit? C'est dès l'arrivée ou il y a Ah ben des moi conditions? je dis oui, dès l'arrivée, faites-le. Faites-le, ça vous engage à rien. Vous allez pas, on va pas vous dénoncer en France parce que vous êtes venu vous déclarer au registre des Français de l'étranger. Et en cas de catastrophe aussi, ça peut servir de... Bien sûr, On sait que tu es ici. bien sûr, parce que nous avons aussi au niveau sécurité, on appelle ça un nombre de bénévoles qui s'appellent des îlotiers,
qui sont donc responsables d'un certain nombre de Français autour de chez eux. Et en cas de problème, d'évacuation, tremblement de terre, ils ont la possibilité d'appeler les Français et de leur donner l'information en temps réel. Donc si vous n'êtes pas identifié au consulat, là, vous êtes laissé pour compte et puis vous pouvez venir pleurer au consulat. On prendra d'abord les premiers inscrits. Donc allez vous inscrire quand vous arrivez au Maroc. En tout cas, quand vous avez pris la décision de vivre ici. Myriam, tu peux nous parler un peu plus en détail de ton rôle au niveau du consulat? Alors, au consulat, il y a le conseil consulaire. Nous sommes 3 conseillers consulaires de notre région. Nous assistons et nous défendons des dossiers dans les commissions des bourses, dans les commissions sociales, dans les commissions aussi des OLES. Et puis nous parlons beaucoup aussi pour défendre la sécurité de nos compatriotes. Dans les commissions consulaires, il y a aussi les commissions dans les établissements scolaires, les conseils d'établissement. Donc j'assiste au conseil d'établissement scolaire dans des écoles de l'AEFE. Tu peux nous partager des cas concrets d'amélioration que vous avez obtenus? Oui, alors pendant ces 4 ou 5 années passées, pour aller au consulat, c'était vraiment très difficile. Il y avait des queues devant la porte du consulat, les gens qui voulaient chercher leur passeport, qui voulaient déposer un papier. Donc, il y a plus. Maintenant, nous avons pu obtenir que le mercredi matin, sans rendez-vous, les gens peuvent venir retirer leurs documents. Donc, ça facilite le flux. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui habitent suffisamment loin de pouvoir venir sans problème. Et comme je te le disais aussi, on a cette région qui est très, très dispersée. Alors, il y a aussi à Oujda, nous avons une consul honoraire qui a aussi des pouvoirs de prendre les documents, de renseigner les gens. Elle a aussi un rôle administratif très important. Donc les personnes de la région ont cette chance d'avoir cette consul honoraire pour pouvoir aussi compléter des dossiers, recevoir à nouveau leur passeport, parce que la consul honoraire peut se déplacer, aller chercher les passeports et ensuite pouvoir les donner aux usagers qui le demandent. Voilà, ça c'est aussi des avancées que nous avons pu mener ces dernières années. Il y a aussi le changement du personnel qui a été fait. On a un personnel d'accueil à la réception de la rue, à l'entrée du consulat, qui maintenant est beaucoup plus formé, qui accueille avec beaucoup plus de bienveillance les usagers. Merci pour cet entretien. Comment tu aimerais conclure cette interview par rapport à tes 2 activités principales au Maroc? D'abord, je voulais te remercier d'être venu jusqu'à Fès. Stéphane, c'est avec beaucoup de plaisir et de passion que j'ai vu aussi tes autres vidéos. Et c'est pour faire ma conclusion de ma casquette de présidente des Français de l'étranger, c'est de continuer à accueillir les Français de l'étranger qui arrivent dans ma région, de pouvoir aussi les intégrer, de continuer cette magnifique aventure avec mon équipe, mon bureau, qui sont aussi des gens très impliqués et qui s'ouvrent vers la culture, vers l'événementiel, et qui apportent de plus en plus leur savoir-faire au profit des adhérents de l'UFE. Et maintenant, concernant ma deuxième casquette, la conclusion que je peux apporter, c'est que bientôt nous sommes à l'approche des prochaines élections consulaires en mai 2026. Et je me suis dit, pourquoi s'arrêter là? Le parcours est déjà bien tracé. L'expérience, les relations, la connaissance, la proximité. Je pense que j'ai encore plein de choses à vouloir apporter et à défendre dans l'intérêt de nos Français de l'étranger. Donc, je me représente avec une équipe solide. J'ai choisi dans mon équipe des gens qui étaient de proximité, c'est-à-dire sur Meknes, sur Oujda et sur Nador. Parce que je suis à Fès, bien sûr que je peux faire des webinaires, bien sûr que je peux me déplacer.
mais c'est tellement plus chouette, c'est tellement plus convivial d'avoir quelqu'un sur place qui va tout de suite aussi les recevoir, qui va me transmettre ensuite le dossier ou me poser la question. Mhm. Voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Bah, je te souhaite de pouvoir être réélu et de continuer ce chemin et toutes ces activités M- ici au Maroc et à Fès, la Merci région. beaucoup Stéphane. Et merci aussi d'avoir pu me permettre de passer ces messages parce que peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas le rôle d'un conseiller des Français de l'étranger Mhm. et non plus ne connaissent peut-être pas les, les missions d'une association. Merci pour Merci beaucoup. ce partage et Merci à très beaucoup. bientôt. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que nous organisons la masterclass Objectif Maroc le week-end du 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech et il reste encore quelques places disponibles. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos pour avancer sur votre projet d'installation ou d'entrepreneuriat au Maroc, YouTube va vous proposer juste ici, maintenant, une vidéo adaptée rien que pour vous. Il suffit de cliquer dessus pour continuer cette aventure.